lui demander de le faire. On verra bien. Et nous irons à cette déclaration de la ministre. Alors donc, bienvenue au match des élus. On va sur la scène provinciale québécoise cette semaine. Je vous présente tout de suite mes invités. Jerry Slavounos, député libéral de Laurier-Dorion. Bonjour, Monsieur Slavounos. Bonjour, Monsieur Durivage. Dave Turcotte, député péquiste de Saint-Jean. Il est à Québec. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Et Jean-François Roberge, député caquiste de Chambly, qui est à Montréal, avec nous. Donc, bonjour tout le monde. Alors, évidemment, je vous demanderai peut-être un petit commentaire quand Mme Vallée aura fait sa déclaration sur cette affaire d'accident qui a tué un enfant, où un enfant est mort. Mais nos deux sujets, c'est bien plus les tarifs des garderies qui seront modulés au Québec à l'avenir, et puis la réforme de M. Bolduc là, des structures du système scolaire. Alors donc, parlons d'abord des garderies. Tout le monde va payer 7,30 $ à la garderie dorénavant, mais plus inflation à partir de 2016. Hein, mais au moment de faire leur déclaration de revenus l'année prochaine, les familles dont le revenu brut est supérieur à 50 000 $ devront payer un supplément, un petit peu plus, dans le cas entre 50 et 60, 75 000, mais beaucoup plus, jusqu'à 20 $ par jour pour les familles dont le revenu dépasse les 150 000 $. Cette augmentation sera compensée, bien sûr, en partie par le crédit fédéral pour frais de garde. Mais, M. Slavounos, je commence par vous. C'est avant tout une promesse brisée là, du Parti libéral, cette modulation des frais de garderie. En campagne électorale, votre chef dénonçait le tarif de 9 $ que proposait le Parti québécois parce qu'il aurait provoqué un choc tarifaire. Le Parti libéral proposait une simple indexation, mais là, 40 % des parents au Québec vont payer plus que 9 $, jusqu'à 20 $ par jour par enfant. Il faut commencer, M. Durivage, en disant que 30 % des parents ne seront pas du tout touchés et 60 % des parents vont être augmentés, mais moins que le 9 $ qui a été proposé par le Parti québécois. Il faut rappeler, M. Durivage, quand nous sommes arrivés au pouvoir, là, on a compris pourquoi le Parti québécois faisait des budgets sans des crédits qui étaient déposés. Le vérificateur général nous a dit qu'on s'en allait vers un déficit de 6 milliards pour cette année et 7 milliards l'année prochaine. On n'avait pas de choix. Excusez-moi, M. Slavounos. Là, vous êtes en train, encore une fois, de mettre la faute sur le Parti québécois. Vous avez été au pouvoir, les libéraux, pendant 8 ans avant le Parti québécois, qui était là 1 an et demi seulement. Et là, vous brisez une promesse électorale. Vous aviez promis une indexation. Et là, 60 % des parents vont payer plus que 9 $, ce qui était un choc tarifaire au mois d'avril dans votre campagne électorale. M. Durivage, 60 % des parents vont payer en bas de 9 $. 30 % des parents ne seront pas touchés du tout par cette augmentation-là. Toutes les démocraties avancées du monde, les pays scandinaves, font une modulation pour ce sujet-là. Il faut dire la vérité, M. Durivage, on n'a pas de choix. Nous sommes rendus à une situation où on veut préserver ce que nous avons, les acquis dans notre système de garderie, et en même temps, nous voulons ajouter des places. Ce n'est pas vraiment universel, les garderies, lorsqu'il y a des parents qui ne peuvent pas ajouter des places. Qu'est-ce qui est de plus équitable que moduler selon le revenu, M. Durivage? OK. Est-ce que c'est juste pour un couple, hein, dont le père et la mère gagnent chacun 60 000 $. C'est pas une fortune, hein, ça. Il y a pas mal de monde au Québec qui gagne ça. 120 000 de revenus par année, les deux, là. Ils vont avoir une augmentation de 4 000 $ par année s'ils ont 2 enfants, monsieur. Est-ce que c'est raisonnable, ça, pour vous? Monsieur Durivage, tous les parents auront à faire des sacrifices, tous les Québécois auront à faire des sacrifices. Le gouvernement commence dans sa propre cour. On a commencé avec les agences de santé, avec les directions régionales au niveau de l'immigration. On fait tous un effort. Nous sommes devant une situation qui est difficile. Le but de l'exercice, c'est de ne pas faire plus payer les parents, c'est de préserver ce que nous avons et ajouter des places pour des parents qui n'en ont pas. C'est vrai que ça va être difficile. Je ne dis pas que ça va être facile. Quand est-ce que vous allez ajouter des places? On ne prend pas ces décisions par gaieté de cœur. Okay. On fait ça pour pouvoir protéger les acquis et ajouter des places pour les parents qui n'en ont pas. OK, très bien. Sauf que j'ai entendu la ministre hier, elle n'a pas mis une grosse date sur les nouvelles places qu'il y aura. Monsieur Turcotte, du Parti québécois, vous proposez 9 $ pour tout le monde, hein? Mais ça aurait désavantagé les familles à faible revenu, là. Au moins, il y en a 30 % de protégés, là, 40 % même. Avec notre proposition, les familles défavorisées avaient une certaine compensation. Il y avait des mesures pour les aider. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a annoncé avant l'élection et la hausse allait être applicable après l'élection. On ne s'est pas caché. On n'a pas fait de cachette. Là, les libéraux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont promis une hausse maximum l'indexation. Ils l'ont fait en arrivant au pouvoir et là, en plus, ajoutent une nouvelle hausse. Quand mon collègue, que j'apprécie beaucoup, dit
Il faut que chacun fasse l'exemple, il faut que les Québécois serrent la ceinture. Le problème, c'est que le gouvernement libéral n'a pas bien montré dans le passé qu'il était capable de serrer la ceinture, n'a jamais lutté contre la corruption, les primes, les nominations partisanes. À un moment donné, c'est toujours les familles... Dossier, monsieur, là. Oui, mais monsieur Durivage, on ne peut pas prendre le dossier des CPE et des services de garde et que les Québécois vont avoir une hausse énorme. Dans le cas, c'est de 4 à 8 $ de plus par jour, par enfant, et dire il faut que tout le monde serre la ceinture. Il faut que le gouvernement montre l'exemple. Et ils n'ont pas promis ça à l'élection. S'ils avaient promis ça à la dernière élection, il ne serait pas le gouvernement aujourd'hui. OK. Monsieur Roberge, la position de la CAQ là-dessus? La position de la CAQ, c'est de défendre les familles, de défendre les contribuables. Et je veux dire, là, c'est de dire la vérité. M. Slavoulas a dit qu'il faut dire la vérité. Il aurait fallu la dire avant l'élection, la vérité. C'est assez incroyable là, de découvrir tout à coup là, qu'il y a des exemples en Europe où ils modulent les frais de garde, donc c'est une bonne chose. Il ne nous disait pas ça avant l'élection. Et quand il nous dit que oui, maintenant, c'est justifié là, de renier sa parole parce que les finances publiques sont en mauvais état, moi, je lui rappelle que lors du discours du trône, le premier ministre, et il connaissait les chiffres des finances publiques au moment du discours du trône, le premier ministre avait répété son engagement de ne pas hausser le fardeau fiscal des familles. Donc, cette excuse-là, elle ne tient pas. Ils ont menti. Okay, et c'est ça le scandale. Ils ont menti. Vous, qu'est-ce que vous feriez, alors? Nous, on proposait d'indexer les tarifs de services de garde. À combien? Pas plus que ça. À partir de combien? Non, on gardait le tarif au taux actuel et on les indexe. Les gens payent assez de taxes et d'impôts au Québec. C'est assez, là. C'est au gouvernement à faire son exercice de rationalisation. Il n'est pas question d'en demander plus. Si on a besoin de plus d'argent, il faut relancer l'économie. C'est comme ça qu'on va aller chercher davantage d'argent. Madame Vallée, la ministre de la Justice arrive là. Stéphanie Vallée, on va aller là, si vous permettez, messieurs, puis on va revenir tout de suite. Dans un premier temps, je pense qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est important de réitérer que le directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est une institution indépendante qui a été créée justement afin d'éviter que la décision de prendre ou de ne pas entreprendre une poursuite de nature criminelle ou pénale soit influencée de quelque façon par la pression médiatique, la pression politique ou la pression de quelque autre personne. Alors ça, je pense que c'est important de le dire et de le mentionner. Dans ce dossier, évidemment, le directeur des poursuites criminelles a travaillé de façon tout à fait indépendante. Maintenant, cet après-midi, le directeur des poursuites criminelles et pénales va rencontrer la famille du jeune garçon qui est décédé afin de lui expliquer les raisons qui l'ont amené à ne pas entreprendre de procédure judiciaire dans le dossier. Donc, par la suite, le directeur des poursuites criminelles et pénales va s'entretenir avec les médias pour expliquer les faits, mais par respect pour la famille. Je crois qu'il serait tout à fait inopportun de commenter davantage cette affaire avant que nous n'ayons eu l'opportunité d'entendre les explications que nous donnera le directeur des poursuites criminelles et pénales. Ce serait de manquer de respect pour la famille que de commenter le dossier et ce serait aussi de manquer de respect pour l'institution qu'est le directeur des poursuites criminelles et l'importance et l'extrême importance que nous devons accorder à l'indépendance du système judiciaire. Pour s'assurer d'une telle indépendance, est-ce que justement, ça ne serait pas, compte tenu des circonstances, avenu d'avoir un procureur indépendant qui révise la décision qui a été prise de ne pas porter d'accusation? Avant de commenter sur la situation et sur des faits qui n'ont pas encore été rendus publics par le directeur des poursuites criminelles et pénales, je considère qu'il est inopportun et il serait tout à fait inopportun de commenter la décision du directeur des poursuites criminelles et pénales qui n'a pas encore rendu public les motifs de sa décision. Considérez-vous l'application de l'article 23 de la loi ou pas? Oui ou non? Nous verrons à la suite des explications qui nous seront formulées par le directeur des poursuites criminelles et pénales cet après-midi, à voir s'il y a lieu de prendre d'autres démarches et de prendre d'autres pouvoirs. Mais vous savez, ces démarches-là sont des démarches exceptionnelles. Et là, pour le moment, il est tout à fait prématuré de devancer. Et justement, on a un bel exemple
de pression médiatique sur une affaire qui doit être traitée de façon tout à fait indépendante. Alors, nous allons d'abord prendre connaissance de la déclaration du directeur des poursuites criminelles et pénales avant de commenter davantage. Commenter, est-ce que vous allez commenter? Quoi, demain, après-demain? Bien, on vous fera signe en temps opportun parce qu'à l'heure à laquelle, avec les déplacements là, de cet après-midi et le retour au Québec, il est possible. Bien, par contre, si vous voulez tous venir en Outaouais avec moi, ce sera peut-être facile de vous rencontrer à ce moment-là, mais je vous avoue que je ne vous donnerai pas d'heure aujourd'hui. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement mal à l'aise par rapport à tout ça, que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans la façon dont les choses se sont produites. Bien, en fait, ce qui me préoccupe, c'est que nous portions et que certaines personnes portent atteinte à l'indépendance judiciaire du directeur des poursuites criminelles et pénales et tentent d'une façon indirecte de faire de la politique sur le dos, parce que j'ai eu vent du point de presse, entre autres, notamment de ma collègue Agnès Maltais, et je suis très mal à l'aise lorsqu'on se permet des avancées comme ça sur des dossiers. Alors, le directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est une institution qui a été mise en place pour justement éviter de politiser, peu importe le parti politique au pouvoir, le directeur des poursuites criminelles et pénales doit avoir les coups des franges. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons mis, le gouvernement a créé cette institution. Et retournons un peu en arrière. Si nous prenons le temps de lire les échanges lors de la commission parlementaire, les échanges des parlementaires, l'intention était celle-là. C'était justement d'éviter que des pressions politiques. L'article 23, là, à ce moment-là, quels sont les critères que vous allez utiliser au moment de décider d'invoquer ou non l'article 23? Avant d'anticiper. Ouais. En politique, il faut toujours préparer le meilleur et le pire scénario. Pendant que vous êtes en train de préparer le pire scénario, quels sont les critères que vous considérez pour invoquer l'article 23? Vous savez, le directeur des poursuites criminelles n'a pas encore communiqué les motifs qui l'ont porté, qui l'ont amené à décider de ne pas prendre de poursuite. Même à vous? Le directeur des poursuites criminelles ne communique pas avec le ministre ou avec la ministre les motifs derrière une décision. Donc, alors, je ne les connais pas comme je connais pas. J'ai pris connaissance de certains faits ce matin en ouvrant le journal, en lisant les articles dans le journal. Alors, vous comprendrez, il y a une indépendance. Cette indépendance-là, elle est essentielle dans une société démocratique. In English, will you launch an independent... OK, voilà, Stéphanie Vallée, la ministre de la Justice du Québec, qui nous apprend donc qui répète le besoin de s'assurer que l'indépendance du directeur des poursuites criminelles et pénales soit respectée par tout le monde. Et elle nous annonce donc que le directeur va, ou enfin son bureau va rencontrer la famille du jeune enfant qui a été tué au mois de février dernier, et qu'après le directeur des poursuites criminelles et pénales va donner, soit par conférence de presse ou par communiqué, des explications sur les raisons qui l'ont amené à ne pas poursuivre le policier qui a causé la mort de cet enfant en roulant à 120 km à l'heure, je vous le rappelle, dans une zone de 50, alors qu'il ne répondait pas à un appel d'urgence. Alors, on verra par la suite. Alors, commentaires, messieurs les députés, si vous permettez, avant de reparler des garderies. Un bref commentaire là-dessus, puis M. Turcotte, je pense que Mme Vallée a mis votre collègue Maltais en cause là, dans un commentaire qu'elle a fait un peu plus tôt. Je vous invite tous les trois à la prudence quand même, là, mais un commentaire. Est-ce que c'est bien que le directeur des poursuites explique au public, en tout cas, les raisons qui l'ont amené à ne pas poursuivre le policier? Monsieur Slavounos, pour commencer. Monsieur Durivage, je ne veux pas vivre dans une société où le politique dicte à un procureur indépendant quand prendre et quand ne pas prendre des accusations. Ceci étant dit, j'ai énormément de peine pour cette famille-là. J'ai 2 jeunes garçons. Le fait que le procureur va s'expliquer et va expliquer les motifs de sa décision aux parents, c'était très important et je pense que c'est la chose la plus importante.
Par la suite, le fait qu'il explique au grand public, vu les proportions médiatiques qu'a pris cette affaire, je pense que ça va juste rassurer. Mais il faut qu'on s'empêche de faire de la politique dans ce dossier-là. J'ai trouvé les propos d'Agnès Maltais déplorables, d'essayer de blâmer une formation politique pour quelque chose qui est arrivé sur la route alors qu'il y avait deux conducteurs. C'est allé trop loin et c'est inacceptable quand même. Ne faisons pas de politique là-dessus. Monsieur Turcotte, que le public soit mis au courant des explications, enfin des raisons pour lesquelles le procureur, le directeur des poursuites ne poursuit pas, ça vous satisfait? Bien, c'est la moindre des choses, je crois. Et mon collègue Alexandre Cloutier aura l'occasion, dans quelques minutes, de réagir On m'a dit plus amplement. à 1h30, il doit réagir là-dessus. Très Exactement. bien. Monsieur Roberge? Oui, bien, moi, ça me rassure de voir que l'information va être donnée au public parce que, comme vous le savez, il doit y avoir justice et apparence de justice. Ouais. En ce moment, il y a des doutes dans la population. Les apparences sont pas très jolies, comme on dit. Mais là, laissons aux instances officielles la tâche, justement, de rendre l'information publique. Là. Je pense qu'il faut se garder, comme vous l'avez dit, de faire la politique là-dessus et attendons. Puis on commentera demain, dimanche, lundi, mardi, on aura le temps par la suite de le faire. Très bien. OK, alors on revient à nos moutons, les garderies. Donc, Monsieur Slavounos, avant de laisser ce sujet-là, l'impression que laisse votre gouvernement, c'est que ce n'est pas les enfants du Québec et les familles qui sont au centre des changements que vous apportez, que c'est votre obsession d'arriver au déficit zéro. C'est ça la perception qu'il y a dans le public. Monsieur Durivage, nous voulons ajouter des places au réseau de garderies pour les parents qui n'en ont pas le plus rapidement possible. Oui, c'est ça, mais d'abord, régler votre déficit, le plus rapidement, ça? Absolument. Il faut régler le déficit. Nous empruntons à toutes les années 15 milliards de dollars sur les marchés. Ça coûte déjà 10 milliards par année de payer. Il faut dire, on ne veut pas promettre des places en garderie comme faisait le Parti québécois et par la suite, les avait pas budgétées. Donc, les places n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Nous, on veut promettre des places, livrer des places parce qu'on a donné les ressources nécessaires au réseau, M. Durivage. Commentaire rapide de M. Turcotte, M. Roberge. M. Durivage, lorsqu'on a fait le déficit zéro, qu'on était au gouvernement, on a mis en même temps en place le service des CPE, des centres de la petite enfance. C'est une mesure qui aide à amener des revenus davantage au gouvernement parce que plus de femmes vont pouvoir aller sur le marché du travail. C'est une mesure qui est rétrograde pour les femmes puis qui va avoir un impact considérable sur les revenus d'entrée du gouvernement. Il va y avoir moins de femmes qui vont pouvoir payer des impôts. Donc, c'est vraiment pas une façon de lutter contre le déficit. Puis en plus, les libéraux ne l'avaient pas promis durant l'élection. Ils n'en ont jamais parlé. Et là, il arrive après l'élection. Et là, on sort ça de... Et la ministre, aujourd'hui, nous dit que c'est un petit brin, cette augmentation-là. Un petit brin. Très bien. Gros brin, pas mal. Très bien. Alors, changeons de sujet maintenant. Parlons de la réforme que veut amener le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, qui veut fusionner, en quelque sorte, les commissions scolaires, en réduire le nombre de 72 à 46. Il propose de redessiner, en quelque sorte, la carte géographique, là, mais il ne modifie pas, pour l'instant, la gouvernance du système public. Les commissaires sont-ils toujours élus dans l'avenir? On ne sait pas ça. Ce qui ressort surtout des propos du ministre depuis une semaine ou deux, c'est une grande confusion, M. Slavounos. Personne ne comprend où il veut en venir. L'opposition crie à l'improvisation, puis on se demande si elle n'a pas raison. Êtes-vous capable, vous, de nous expliquer clairement, là, et rapidement, par contre, le plan de votre gouvernement en matière de système Monsieur Durivage, la priorité de notre gouvernement, ce ne sont pas les structures, ce sont les services aux élèves. On veut que l'argent se rend dans les salles de classe, aux écoles. Les directions d'école nous parlent de vouloir de plus en plus d'autonomie pour pouvoir prendre les décisions. Alors, ce projet-là a comme but de donner les ressources où les ressources comptent dans l'enseignement, dans les salles de classe. Les structures, on veut faire des économies d'échelle en fusionnant certaines structures. On a vu que même sur des grands territoires, les commissions anglophones ont beaucoup de succès avec un modèle de gestion qui est bon. Le but de cet exercice-là, c'est d'améliorer notre système d'éducation. Mais expliquez-moi en quoi amputer la Commission scolaire de Montréal, la plus grosse commission scolaire du Québec, amputer 40 de ses élèves et les donner à la Commission de Marguerite Bourgeois, ça va être plus efficace, plus efficient, plus juste et que les enfants vont être mieux servis. Expliquez-moi ça. Monsieur Durivage, je vous dirais, je vais rappeler que la Commission scolaire de Montréal fait des déficits de 30 millions par année. Il y a des difficultés. Je vais vous expliquer également que la Commission scolaire de Montréal avait déclaré à un moment donné, par l'intermédiaire de la présidente, qu'il ne voulait pas
participer à l'exercice qui est nécessaire pour pouvoir vous voulez la punir en lui enlevant 40 de ses élèves parce qu'elle fait des déficits? C'est ça que vous me dites, là? Non, c'est pas du tout ce que je vous dis, M. Durivage. Ce que je vous dis, c'est que ça prend la collaboration, la participation. Et si nous pouvons mettre en place des éléments qui vont faire en sorte que la Commission scolaire de Montréal pourra travailler mieux, avoir moins à gérer pour pouvoir travailler mieux, c'est dans l'intérêt des élèves. Nous, ce n'est pas un garde-clocher qui nous intéresse. Mais pourquoi Marguerite Bourgeois va mieux réussir là où la Commission scolaire de Montréal n'a pas réussi? Mais, M. Durivage, c'est une analyse qui est faite, qui sera faite. Le but de cet exercice-là, c'est de mettre les ressources à la bonne place. Défendre des structures, M. Durivage, c'est pas ça qui va donner à nos élèves des meilleurs résultats. C'est pas ça qui va permettre aux écoles de prendre des décisions. Ce sont des structures. Ce sont des structures. Et les commissions anglophones ont démontré que malgré le fait qu'elles représentent des fois des grands territoires, les résultats sont au rendez-vous. C'est une question de gestion. Et il faut changer la mentalité. Il faut être plus efficace. Il y a des économies d'échelle qu'on va apporter. Et c'est dans l'intérêt de l'élève, des écoles. C'est ça qui compte ici, M. Durivage. M. Turcotte, d'abord, et M. Roberge après, les anglophones gèrent mieux leurs écoles que les francophones. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, moi, j'ai écouté mon collègue, là, puis je sais toujours pas c'est quoi, là, à part de fusionner des commissions scolaires. Moi, je vois que c'est un débat de structure, là. J'ai rien entendu pour est-ce qu'il va y avoir plus de profs dans nos écoles, plus de livres pour nos enfants, est-ce que les enfants vont mieux réussir, est-ce qu'il va y avoir plus de place pour les parents dans les décisions de nos écoles. J'ai rien entendu de ça, là. Moi, je considère que les parents doivent avoir plus de place dans le pouvoir décisionnel des commissions scolaires. Puis regrouper des commissions scolaires, on n'est pas contre. On l'avait mis avant l'élection dans le budget Marceau en 2014. Et Mme Marois était la première, avant qu'elle soit première ministre, était la ministre de l'Éducation qui a diminué de moitié le nombre de commissions scolaires au Québec. Donc, on n'est pas contre ça. Mais au-delà des mots et des belles paroles, il faut qu'il y ait de l'action. Puis visiblement, M. Bolduc, à chaque fois qu'il parle, c'est pas clair. OK. M. Roberge, la CAQ, c'est clair. Elle, c'est abolir les commissions scolaires. Le gouvernement Couillard a jonglé avec l'idée, là, mais opte finalement, semble-t-il, pour des fusions, simplement. Est-ce que le Parti libéral a peur d'abolir les commissions scolaires, selon vous? Bon, je pense qu'il a peur de son nom, il a peur de décider, il a peur de bouger. Quand on dit que la CAQ veut abolir les commissions scolaires, c'est pour les remplacer par une structure intermédiaire totalement différente. On parle d'une vraie réforme, là, pas d'une simple fusion. Et là, le Parti québécois qui nous dit « Ah oui, moi, je me souviens quand le Parti québécois fait des fusions. » Les fusions du Parti québécois, là, ça a coûté, on parle pas d'économie, ça a coûté 70 millions de dollars. En campagne électorale, le Parti libéral était le grand défenseur du statu quo. Pas question de toucher aux structures. Et là, la seule chose qu'il nous propose pour améliorer la gouvernance puis mieux servir les intérêts de nos jeunes, c'est le contraire de ce qu'il disait en campagne, encore une fois. Et c'est quelque chose qui génère des coûts. La dernière fois, ça a coûté de l'argent, juste fusionner. C'est pas une question que les commissions scolaires doivent-elles être un petit peu plus grosses, un petit peu plus petites, là. C'est qu'est-ce qu'on confie à l'instance intermédiaire qu'est la commission scolaire, comment on décentralise aux écoles, qu'est-ce qu'on donne comme pouvoir de gouvernance aux directions, aux profs. Et là-dessus, le gouvernement ne dit mais absolument rien. Je l'ai dit hier, je le répète, le ministre Bolduc n'est pas à sa place. Il y avait déjà un déficit là, de légitimité avec sa prime. Là, on a un problème de compétence, là, et M. Couillard maintient son erreur en gardant M. Bolduc là. On dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, puis peut-être qu'à un moment donné, le gouvernement va se réveiller là-dessus. Bien, vous avez le droit à votre opinion de député dans l'opposition, mais si on abolit les commissions scolaires, là, qui va embaucher, qui va assurer les services d'orthopédagogues, d'éducateurs spécialisés, d'orthophonistes, M. Roberge? Non, je le répète, quand on dit qu'on abolit les commissions scolaires, c'est pour les remplacer par des centres de services. Les centres de services régionaux, là, ils géraient le transport, les trajets d'autobus et les services de la paye. Des choses là, qui relèvent de l'administration, pas de décision de politique éducative. Pas de politique éducative, pas un mini-gouvernement, parce que rappelez-vous que des commissions scolaires dans l'État actuel, et comme le maintiennent les libéraux, là, ce sont des mini-gouvernements élus avec des élections scolaires factices, mais des élections scolaires quand même, un pouvoir de taxation. C'est un palier de gouvernement et c'est plus de ça dont on a besoin. M. Slavounos, M. Bolduc avait... Mais ce qui est arrivé, c'est que M. Bolduc avait dit on verra le résultat des élections scolaires. Si c'est trop faible, on verra ce qu'on fait avec l'élection des commissaires à l'avenir. Et là, avec un
vote à 8 il ne bouge plus. Là, il ne sait pas exactement ce qu'il va faire avec ça. C'est pas vrai qu'il n'a pas bougé. Premièrement, il faut rappeler là, que nous avons aboli les directions régionales du ministère de l'Éducation. Il faut le dire. Et à entendre, à écouter M. Robert, je parlais un petit peu, là, il semble dire qu'il veut changer une structure, la remplacer par une autre, changer de nom. C'est le courage dont parle la Coalition Avenir Québec. Non, ça va nous plus sommes loin ici, que ça, nous sommes ici dans les décisions. Dans les décisions, on l'a déjà fait avec les directions régionales du ministère de l'Éducation. Là, on est au stade de la proposition. Il a rencontré la Fédération, M. Bolduc. Il a dit qu'il était parlable. Lorsqu'on fait l'opposition, on commence à tirer. En même temps, les deux semblent dire, écoutez, nous sommes d'accord pour les fusions et on est au stade de la proposition, je le rappelle, puis on est discutable, il est parlable, M. Bolduc. On est au stade de la proposition et tout le monde, s'il prenait les décisions sans consulter, les gens diraient, il n'a pas consulté. Là, il fait une proposition, les gens disent, il ne sait pas où il s'en va. On dit pas qu'il n'a pas consulté. On a l'impression qu'il fait un effeuillage, c'est pour ça. Il n'y a pas de plan. On n'a pas l'impression qu'il sait où il s'en va, monsieur. Il sait exactement où il s'en va. Il va au service aux élèves. Il veut limiter un palier qui fait en sorte que l'argent ne se rend pas directement aux élèves. C'est la même philosophie avec les agences de la santé. C'est la même chose avec les régies, les directions régionales. Au niveau de l'éducation, c'est la même chose avec les directions régionales au niveau de l'immigration. On n'est pas loyaux aux structures, on est loyaux aux services pour la population, M. Durivage. En tout cas, ça a l'air plus clair où s'en va Gaëtan Barrette que où s'en va Yves Bolduc. Là. Monsieur Turcotte. Mais, M. Durivage, j'entends mon collègue. Les agences, là, vont abolir les agences. Ils abolissent pas les agences de santé. Ils abolissent les C3S dans les régions. Ils abolissent les CLD qui s'occupent du développement économique. Ils veulent quasiment abolir les Carrefour Jeunesse Emploi. Tout ce qui est en région, qui a un pouvoir décisionnel en région, ils veulent l'abolir. Dans le cas des commissions scolaires, c'est juste un débat de structure, ce que j'entends de la part de mon collègue puis de la part du ministre Bolduc. On ne sait toujours pas s'il va y avoir plus d'enseignants dans les écoles, plus de livres. Est-ce que les parents vont pouvoir s'occuper plus? Non. Il y aura d'autres étapes. C'est une première étape. Monsieur Robert. Quand vous dites, là, M. Slavoulas dit... Oui, quand on dit qu'on consulte sur un projet, on dépose une vision. Écoutez, M. Barrette peut avoir ses défauts, là, mais on sait où est-ce qu'il s'en va. Après ça, on embarque ou on n'embarque pas. M. Bolduc et tout le gouvernement libéral, là, côté éducation, ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. S'il nous disait, là, on va réformer la gouvernance, on va aller de cette façon-là, on dépose un plan, puis on consulte les partenaires pour l'améliorer. Là, tout ce qu'il nous a dit, c'est qu'il est arrivé avec une carte du Québec, il a déplacé les lignes, il a dit telle école, finalement, on change de commission scolaire, telle école, on change de commission scolaire. Vous êtes en train de caricaturer. C'est une consultation. Je m'excuse, mais la caricature, là, elle est là. Je la regarde, je ne la crée pas. C'est une caricature de gouvernement qu'on a en éducation. Moi, je suis désolé, je viens de vous entendre, M. Robert. J'ai entendu la CAQ qui veut remplacer les commissions scolaires par une autre instance qui va changer de nom. Alors, le vrai courage, c'est prendre des décisions, pas parler pour faire des déclarations choc. Et lorsqu'on arrive au pouvoir, on fait rien. Puis le statu quo du Parti québécois, c'est ce qui nous aurait amené à un déficit de 6 milliards cette année et 7 milliards. Alors, lorsque mon collègue Dave, que j'apprécie beaucoup, parle des structures, c'est ça que ça a fait. Messieurs, merci beaucoup. C'est déjà terminé. Merci, M. Slavoulas. Merci beaucoup, M. Turcotte. Merci, M. Durivage. Merci beaucoup également à M. Robert. Merci, collègue. Merci Bonne fin de journée, messieurs, et à très bientôt, j'espère. Voilà, après la pause...